Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission littéraire La Cadence des Lettres, initiée par la chaîne éducative du Mali. Nous nous sommes traditionnellement retrouvés comme prévu, chers téléspectateurs, dans la salle médiathèque de la Bibliothèque nationale de Bamako. L'objet du grand rendez-vous littéraire d'aujourd'hui nous rassemble autour d'un roman dénommé Souffert, publié chez La Sahélienne. Ce roman est la première pierre du foyer d'une trilogie. Il est suivi par Quand les courriers se taisent et Les mamelles de l'amour, écrite par une femme de lettres malienne. Elle est à la fois novelliste, romancière, poétesse, essayiste. Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous recevons sur notre plateau Madame Niaré Fatoumata Keïta. Fatoumata, bonjour. Bonjour, Monsieur Ba. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier et merci beaucoup à votre télé, la télé éducative de l'Afrique. Merci pour ce plateau, autour des lettres, autour des mots, autour des vers. Merci aussi de penser à la littérature qui est le parent pauvre de la culture. Nous sommes là et chaque rencontre littéraire est une fête. Merci pour cela. Merci beaucoup pour cette contribution. Ouais. Donc, traditionnellement, comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, nous avons l'habitude de demander à nos auteurs de se présenter. Bien vrai que plusieurs fois on vous a vu sur les écrans, mais nos chers téléspectateurs veulent savoir qui est Fatoumata Keïta. Alors, quand on me demande qui je suis, c'est tellement disparate, éparpillé dans différents domaines que je ne sais pas par quoi commencer. Alors, mais toujours j'aime bien commencer par dire que je suis mère d'abord. Alors, je suis Niaré Fatoumata Keïta, ça veut dire Fatoumata Keïta, épouse de Niaré et mère de 4 enfants. Je pense que c'est le plus grand trophée que j'ai. Je suis aussi romancière, poétesse, novelliste, musicienne, essayiste. Je suis éditrice parce que depuis 2019, promotrice de la maison d'édition Figura Édition. Je suis agent de développement, coordinatrice de projet. Et je travaille dans le monde de l'éducation depuis 22 ans maintenant, 11 ans à enseigner au niveau secondaire. Et puis depuis 2009, je suis avec le projet à financement USAID, orienté essentiellement vers l'éducation, la formation des enseignants, le suivi, appui des enseignants. Donc, pour clore, je suis auteur d'une douzaine d'ouvrages, entre autres 3 romans, 5 recueils de poèmes, des recueils de nouvelles, un essai, aussi avec un coffret de plusique. La plusique, c'est la poésie sous forme musicale mandingue. Donc, entre autres, c'est ce que je fais et en même temps, je crois aux mots, je crois au pouvoir des mots, mots M-O-T-S. Je crois à la littérature, je suis passionnée de la littérature. C'est la seule chose, quand tu as envie de la faire, au Mali, tu la fais. Pas pour l'argent, parce que tu sais que tu ne vas rien y gagner. À part le fait de laisser quelque chose à la postérité, c'est pas rien. Mais aussi à part de pouvoir véhiculer ses pensées, c'est pas rien. C'est aussi une occasion, une opportunité que quelqu'un peut s'offrir pour avoir des tribunes, pour défendre des causes. Voilà un peu ce que je suis. Je ne sais pas, ça ne peut jamais être exhaustif, mais voilà ce que je peux dire. Vraiment, merci beaucoup. Et automatiquement, il y a une question qui me vient à la tête. Avec toutes ces occupations, ce n'est pas trop pour Fatoumata Keïta? Ce n'est pas beaucoup? On m'a toujours posé cette question. Moi-même, je ne sais pas comment je fais. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Le jour où j'ai envie de dormir, je dors toute la journée et toute la nuit sans manger. Quand j'ai envie d'écrire, je commence à écrire à 20h pour me lever de l'ordinateur à 7h et aller au travail. Pour Fatoumata Keïta, c'est l'entièreté. C'est que à chaque jour vécu, face à chaque jour vécu, c'est toujours une chance de pouvoir se réveiller le lendemain et de dire « je suis encore là ». Et quand on est là, il faut être là. Parce que tous les jours, il y a 1 million de personnes qui se couchent la nuit, ils ne se réveillent pas. Ils meurent dans leur sommeil. Et quand on se réveille et qu'on ouvre les yeux, qu'on se rend compte qu'on est dans ce monde encore, on dit merci à Dieu, on dit on ne perd pas le temps, parce que ce temps, ça ne nous appartient pas.
Toutes ces occupations, oui, mais c'est la passion. Quand on vit la vie, il faut la vivre de façon passionnée, à mon avis, ou ne pas la vivre. Exactement, c'est la raison pour laquelle les premières pages de ce document est adressée à tes enfants pour leur montrer que la vie est un cadeau qu'il faut saisir. Vous avez même dit ça au début. C'est ça. Voilà, donc vraiment merci pour toutes ces explications, pour tous ces éclaircissements. Oui. Et cette position de combattante qui revient chaque fois dans vos interventions. Donc ça suscite un peu quelque chose parce que depuis au début, on a consenti que vous avez chaque fois un regard, vous portez chaque fois un regard anthropologique sur la société malienne, surtout avec votre première publication, Polygamie, gangrène du peuple. Vous avez porté un regard anthropologique sur la société malienne et encore avec le roman Souffert aussi, je vois que chaque fois nous sommes dans l'anthropologie parce que vous êtes... Je ne pense pas que la polygamie gangrène du peuple soit d'inspiration anthropologique, pas du tout, parce que j'étais encore au lycée quand je l'écrivais. Ça a été publié quand j'ai eu le bac, mes 20 ans. Et c'est pas ma première œuvre, c'est pas du tout une œuvre majeure. C'est une œuvre avec un regard d'enfant, d'innocente, l'innocente que je suis. Donc avec toute la fougue que cela porte, avec tout le manque de discernement, et je le reconnais, que cela porte. Mais il faut commencer quelque part. Je dis toujours aux jeunes, donnez-vous le temps d'écrire, de relire vos œuvres, de les dorloter, de les mûrir comme on mûrit un enfant dans le ventre avant de le sortir. Et quand on le sort un enfant, on a besoin d'en prendre soin. Ça veut dire de le soigner, ok? De l'entretenir en le lisant, en le désherbant, en faisant en sorte que ce que nous allons offrir au monde, à l'humanité, soit quelque chose de bien, dont nous serons fiers des années, des siècles plus tard. Je ne pense pas réellement que Polygamie gangrène du peuple soit parmi ces œuvres où on est très très fier, parce que ça marque quand même le début, le premier pas vers une discipline, mais c'est vraiment une œuvre à connotation avec tellement de parti pris. Un auteur, on ne doit pas le voir arrêté dans son œuvre avec une épée à main. C'est la raison pour laquelle vous ne prenez pas de position dans Souffert. Donc, oui, je suis d'accord avec, si on me dit que Souffert, c'est un regard anthropologique, sociologique, oui. Je suis d'accord avec ça, mais pas Polygamie gangrène du peuple, je pense, parce que Souffert, c'est déjà la sociologue qui parle. C'est l'anthropologue qui parle, et ça part de quelle idée? Je suis allé à Dakar, on était dans un institut de recherche où j'ai été lauréate, je suis sélectionnée pour représenter non seulement le Mali, mais avec une thématique par rapport au genre, les origines, les élites africaines, origines, pratiques et idéologies. C'était la thématique de la session. Et vous avez été récipiendaire. J'étais récipiendaire, et puis il y a une Suissesse, parce qu'il y a une œuvre qui portait sur la polygamie, j'ai pas dit une œuvre, un article scientifique. Et puis on a tellement massacré l'œuvre, et qu'en pleine session, et il y a une blanche qui me pose la question, oui Fatmata, on voulait quand même avoir ton avis sur la question de l'excision. Je voulais vous poser une question, si vous n'êtes pas... si vous êtes d'accord que je vous la pose, j'ai dit allez-y. Elle me dit, est-ce que vous êtes coupé? Ça me passe comme ça en flash dans la tête. J'ai dit pardon. Elle me répète la question. J'ai dit je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit est-ce que je suis excisée? Parce que réellement le sens étymologique du mot excisé c'est coupé. Quand vous le prenez dans l'essence du mot, exciser, c'est couper. Mais ainsi dit en français, est-ce que cela représente mon identité culturelle? Non. Est-ce que, en tant que malienne, en tant qu'africaine, en tant que mandingue, si je transposais cette terminologie du fait de couper dans ma langue malinguée, ça devient de l'injure. Et je suis de nature très rieuse, mais je n'ai pas ri, parce que ça ne m'a pas fait rire. Mais je ne me suis pas fâchée parce que je n'avais pas le droit de me fâcher non plus.
Parce que vous savez, quand vous entrez dans la science, il n'y a pas de tabou. Un. De deux, à ceux qui ne savent pas, il faut leur apprendre. À ceux qui ne savent pas, il faut leur apprendre. À tous ces peuples du monde qui ne savent pas ce que c'est qu'excision, qui l'appellent la coupure ou bien le fait de couper, qui ne fait pas partie de leur tradition, de leurs mœurs, de leur vécu, de leur douleur, et surtout ce n'est pas leur douleur, ils ne le sentent pas comme nous le sentons. À ceux-là qui ne savent pas, notre devoir à nous, écrivains africains, c'est de le faire savoir. Mais quand nous le faisons savoir, nous ne le faisons pas savoir à travers leurs mots, par leurs mots. Nous le faisons savoir à travers nos mots, notre façon d'appeler qui est souffert, Negeko. On ne dirait pas excisé ou bien vous êtes coupé ici, peut-être à la rigueur, est-ce que vous avez été souffert? Ma réplique à cette question brutale, des gens qui ne rentrent dans l'Afrique que pour voir ce qui est à la face, qui est apparent, qui est artificiel, qui ne vont pas en profondeur. Oui, oui. C'était aussi ma réplique, c'était ma réponse pour dire, chez nous, on ne dit pas, est-ce que vous êtes coupé? Chez nous, on ne dit pas excision, chez nous, on dit purification, ou on dit souffert, mettre souffert. Parce que, à mon avis, à ceux qui ne savent pas, il faut leur permettre de savoir. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que nos coutumes. Ils ne savent pas ce que c'est que nos douleurs. Ils ne savent pas. Et même s'ils ne se donnent pas la peine, c'est notre devoir en tant qu'écrivains africains de leur dire à travers nos mots, nos propres mots. Et donc ces mots, que ce soit souffert ou quand les courriers se taisent, ou d'autres expressions vraiment qui relèvent de ce qu'on appelle les particularités linguistiques de l'Afrique, je me suis donné le droit, sans demander la permission à quiconque, de les transposer telles qu'elles sont en français, de façon expresse. Et ce n'est ni une provocation, mais c'est une façon pour moi de faire porter mon identité culturelle vers le reste du monde. Parce que tellement que l'Afrique a des particularités linguistiques, si nous, Africains, par un complexe quelconque, parce que nous n'écrirons jamais comme Baudelaire, nous n'écrirons jamais comme Victor Hugo. Si par un complexe quelconque nous disons oui, si je dis comme ça, on va dire que non, c'est du français terre à terre. Moi, je m'en fous que ce soit du français terre à terre. C'est Amadou Kourouma de la Côte d'Ivoire. Kourouma, peut-être que ce que nous devons faire aujourd'hui, moi je suis allée à la fête du livre en France et j'ai rencontré une Italienne avec laquelle j'ai fait le même plateau, le même panel. Et dans un de ces livres que moi j'avais lu, dans le livre, c'était mis quand la femme a été mise en espoir. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire être mise en espoir? Et heureusement, elle avait fait une note de bas de page pour expliquer le mot, l'expression être mise en espoir en italien, dans une langue italienne, ça veut dire être enceinte. N'eût été la littérature, n'eût été son audace d'écrivaine, de porter sa culture vers le reste du monde, vers quelqu'un comme moi qui est de l'autre bout du monde africain, je ne l'aurais pas su. Mais quelle est la beauté d'une culture? La beauté d'une culture se trouve à l'intérieur de sa langue. Exactement. Et moi, les langues que nous avons, que ce soit les Bambara, les Fulfulde, les Manding, les Songoye, ce sont des langues tellement belles que nous allons passer à côté de notre humanité ou de nos humanités si nous ne disons pas à travers nos langues. Et donc pour moi c'est un rôle que j'ai attribué à la littérature qui porte la culture de l'Afrique à travers l'écrivain qui l'écrit. Donc ceci, il faut qu'on en soit fier et moi j'en suis vraiment fier. Merci beaucoup. Oui. Et en lisant Souffert, on ressent vraiment que ce n'est pas du tout la langue française ce n'est pas une française qui parle, mais quelqu'un qui a été à l'école française qui parle, mais c'est du malinké. Quand on lit attentivement les mots, les jeux de mots, les échanges ou bien le style utilisé, on sent directement que l'auteur écrit en malinké, vous écrivez en malinké. Donc avant de revenir sur ça, le livre Souffert retrace l'itinéraire d'une famille
un mariage contesté au début par les deux parties, et enfin viendra le lien sacré du mariage. Mais il y a eu aussi le sacrifice de la famille, quand le sacrifice des deux parents, quand leurs enfants vont grandir, surtout Nana va grandir, Nana serait au moins sacrifiée à l'autel de l'autorité parentale. Et puis vraiment, vers la fin, on sent en réalité que l'individu on est impuissant face à certaines obligations de part et d'autre, surtout de la famille. Mais d'où est venue l'inspiration d'une trilogie? Parce que Souffer est la toute première pierre du foyer d'une trilogie, comme j'ai dit au début. D'où est venue l'inspiration de faire une trilogie? Et c'est la toute première écrivaine malienne à avoir procédé avec une trilogie comme ça en écrivain. Le deuxième écrivain malien, mais la première écrivaine malienne, oui, après Massamara Diabaté. Oui. Je ne suis pas venue vers la trilogie de façon express. Ce serait bien de se vanter, de dire oui, j'ai nourri ça, je fais un plan, mais je n'ai fait aucun plan. Je n'ai fait aucune préméditation. Je n'avais pas le dessein de faire une trilogie. Ce que je voulais, c'était d'écrire. C'est pourquoi à chaque fois quand quelqu'un a un prix, un journaliste prend le truc, il dit « Ah, Fatmata, cette personne a eu le prix, mais est-ce que le Mali... » Moi, je dis le premier prix d'un écrivain, c'est le fait d'écrire. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire. Donc, le premier prix d'un écrivain, c'est le fait d'écrire. Et donc, comment est-ce que c'est venu? Je ne sais même pas, mais j'avais écrit un premier livre en 2003 qui s'appelait Souffer. C'était pas ni un roman, ni une nouvelle. C'était un truc, je vais dire un truc parce que c'était intergenre de 17 pages. J'envoie une maison d'édition. La maison d'édition a traîné les pas. Je veux partager cette expérience avec les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes pensent qu'on est aujourd'hui pour devenir quelqu'un demain. C'est faux. Derrière quelqu'un qui a atteint l'apogée, le sommet, il y a toujours un chemin. Il y a toujours des douleurs. Il y a toujours des larmes. Il y a de la sueur. Il y a des difficultés. Mais il y a de belles personnes qu'on rencontre. Il y a de belles opportunités. Il y a des beaux moments, comme il y en a des mauvais. Donc, il est important que lorsqu'on écrit, qu'on soit patient, qu'on soit constant. Quand j'ai envoyé cette œuvre en 2003 à une maison d'édition, la maison d'édition a traîné les pieds, et pas seulement parce qu'il ne voulait pas, elle ne voulait pas, parce qu'elle n'avait pas le moyen de me publier, moi, je n'avais pas le moyen de payer. Donc, 2004-2005, j'ai vu que ça ne venait pas, j'ai repris le manuscrit, je me suis mise à l'améliorer, à l'enrichir. De 17 pages, je me suis retrouvée à 127 pages. J'envoie cette nouvelle version au même éditeur en 2007. OK? En 2007, je rencontre une personne qui est une amie, même maintenant, une anthropologue américaine, dans une session scientifique au Portugal, à Lisbonne, Barbara Hoffman. Je lui dis, Barbara, j'écris, j'ai envie que tu lises mon manuscrit. D'accord? Barbara lit le manuscrit en un clin d'œil. Le manuscrit était chez mon éditeur. L'éditeur avait commencé le processus de l'éditing. Il avait déjà fait la couverture. Il avait fait la mise en page. Et quand Barbara m'envoyait son feedback, c'était 13 pages, il me dit, Fatmata, je vais te dire ce qui ne va pas dans ton livre. Je ne vais pas te jeter des fleurs parce que tu écris déjà bien. Mais je te dirai ce qu'il te faut pour écrire davantage bien. Elle me sort un tas de critiques, de suggestions, de remarques qui me mènent le moral au talon. Je lis, je dis, ben, je ne vaux rien. Je dépose, je dis, je ne vais plus écrire. C'est ça aussi, le fait d'écrire. Le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il pense? Ce n'est pas forcément ce que tu veux entendre. Et je n'ai pas répondu à son mail. Elle me dit, Fatmata, est-ce que tu as eu mon mail? Accuse de réception seulement. Je prends l'ordi, je dis, j'accuse de réception du mail que tu as. Et il me dit, je sais que ce que tu as lu ne t'a pas plu, mais j'aimerais vraiment que tu prennes le temps. Donne-toi 2 mois, relis tous les soirs quand tu te couches ce que j'ai écrit, mais regarde pas ton ego, mais la réalité. Oui. La réalité. Et la réalité, c'était quoi? Dans la trame de l'histoire, entre Nana
et la mère de Nana Fata et Kanda, oui. qui sont les deux protagonistes qui vont se marier. J'avais marié ces deux sous régime monogamique sans préalable. Barbara me dit, Fatoumata, je ne suis pas malienne, mais j'ai fait 17 ans au Mali, je me suis mariée au Mali, j'ai habité dans les mêmes concessions que les Maliens. La monogamie au Mali ne va jamais de soi. Il y a toujours une histoire derrière. L'histoire d'une femme qui est très belle, qui ne veut pas se marier sans ce régime, ou un parent qui exige cela parce qu'il est riche, il ne veut pas que sa fille soit secondée, ou en tout cas... le cas du père de Fata, voilà, un marabout, voilà. Ou bien, ce sont des chrétiens. Il a dit, elle me dit, c'est toi l'écrivaine, c'est à toi de chercher la trame de l'histoire. Mais cette trame que tu as donnée à l'histoire, une jeune fille, un jeune garçon qui se voit, qui dit oui, je t'aime, moi non plus, il va à la mairie, c'est mari, monogamie, il n'y a rien eu comme discussion, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de préalable, c'est faux au Mali. Exactement. Non, et alors, quand elle m'a dit, j'ai commencé à relire mon texte à partir de l'ensemble des remarques de Barbara, qui est anthropologue, mais aussi sociologue, anthropologue comme moi, mais aussi sociologue, mais qui enseigne aussi Bamanankan à l'université de Cleveland. Donc, elle est dans la langue, elle comprend la langue. J'ai dit, ok, j'ai revu toute l'histoire, mais il m'a fallu 8 mois pour reprendre l'histoire et reprendre dans le sens de tout changer, mais en partie, j'ai repris les trames de l'histoire. Ça veut dire monter une histoire où il y a un père qui va se dire, bon, est-ce que ce monsieur qui est mandé, moi je suis Peul, et parce que Ramba Konaré a dit dans son livre, le rôle et l'image de la femme par rapport au mandé et chez les Peuls est totalement différent, parce que le rôle de l'image de la femme est meilleur, l'image de la femme est meilleure chez les Peuls que chez nous les mandins. J'ai dit oui. Okay. La femme a beaucoup plus de liberté chez les Peuls. Oui. La femme subit moins de violence morale et aussi physique chez les Peuls. Du point de vue polygamique, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes Peuls, de familles Peuls polygames, mais par rapport aux mandingues, où ça va de soi que cela soit ainsi, c'est pas la même chose. Donc ce que j'avais trouvé, c'est de jouer un peu sur cette différenciation dans l'image de la femme d'une culture à une autre, la culture Peul et la culture mandingue, pour refaire pour la problématique. Donc voilà comment est-ce que l'idée même d'écrire Souffert et de l'enrichir, de remodeler la trame, de la reposer avec un regard purement malien, pour que on dit littérature, image et reflet de la société, que cela soit vraiment l'image et le reflet de la société malienne. Quand j'ai fini avec Souffert, j'ai dit, quand vous voyez quelqu'un devant, il y a des douleurs, il y a de la sueur, mais il y a aussi des belles personnes. Les belles personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes que j'avais rencontrées en 2006. 2006, ils me font partir à Tombouctou pour aller faire des ateliers d'écriture avec les enfants. Ils ne m'ont pas payé. Mais j'étais avec quelqu'un, on en parlait tout de suite, de la personne qui dit, moi je ne vais pas aller faire d'ateliers d'écriture gratuitement. Effectivement, il n'a pas voulu partir, nous sommes partis, nous avons fait l'atelier d'écriture, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 8 ans après, Souffert sort, les mêmes personnes, c'était une association française, constituée de libraires, d'anciennes libraires françaises. Ils sont venus, dit Fatoumata, il faut qu'on soutienne ces livres, on ne sait pas comment faire. Nous allons organiser des tournées dans les écoles françaises. Et ils m'ont fait visiter 13 villes de la France. Jour pour jour, j'ai fait à peu près 63 écoles et médiathèques françaises. Avec Souffert. Avec Souffert. Ils ont acheté des livres, ils ont donné les livres au lycée, ils ont lu. Et j'ai vu que chaque fois, on me demandait, quelle est la suite? Quelle est la suite? Quelle est la suite? Et parmi ces personnes qui m'ont invité en France, tellement que la trame de l'histoire leur a plu, ils m'ont amené dans une boutique de technologie. Ils m'ont dit, Fatoumata, tu prends tout ce dont tu as besoin en tant qu'écrivaine. J'ai pris un nouvel ordinateur, tout neuf, flambant neuf, mais vraiment de dernière génération. Ah oui. Quand tu poses la main, ça glisse comme ça. Et tu n'as pas besoin de faire des efforts pour écrire. Je prends un appareil photo, je prends une caméra, je prends un sac
et un ensemble de choses qui m'ont permis pendant 1 mois de séjour en France d'écrire tic, 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 quand les Courrices et les Mamelles de l'amour. En 1 mois, j'avais fini avec la trame de l'histoire, le premier jet, qui faisait environ 600 pages. Ce n'était pas encore dit que j'allais faire 2 livres. Mais j'envoie ça chez mon éditeur. Il me dit, Fatoumata, on prend un livre de 600 pages à 4, on a quoi? Un livre de 1000 pages. Fatoumata, on ne peut pas sortir ça au Mali, parce que ça ne se lira pas. Ça ne se lira pas. J'ai dit, ok, je vais trouver une solution. Et la solution que j'avais trouvée, j'ai scindé le livre en 2 parties. Et quand on scinde un livre, il y a toujours un travail à faire, un travail de raccordage, un travail de cohérence pour équilibrer un peu les choses. Donc ce travail, je l'ai fait quand le Courrices, les Mamelles de l'amour et les 2 livres sont sortis en même temps, en 2017. En 2017. Et c'est ça l'histoire de la trilogie. C'était pas un plan. C'était pas quelque chose qui avait été, je sais pas, nous, en Afrique, on ne planifie pas. On ne planifie pas. N'est-ce pas? Mais on peut faire de belles choses même dans cela. Il est bon de planifier. Comme le disent les gens, quand les bons écrivains planifient, peut-être nous en sommes les piètres. Mais bon, pas tout ça. à fait. Ouais. Vraiment, merci pour ce brillant exposé. Et surtout, vous avez marché sur certaines de mes questions que je devais poser déjà. Savais. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis magicienne. Mais, vraiment, c'est ce que vous venez de faire. Et vous me faites penser à l'autre dame aussi, qui est plus qu'une fierté pour l'Afrique, Maryse Condé. Dans son roman Ségou aussi, ça a suscité beaucoup d'intérêt à travers le monde. C'est vrai. Mais il y a un point qui me vient à la tête, c'était encore de revenir dans Souffert. En même temps, vous posez encore des questions. Je ne sais pas si ce serait une question anthropologique. Oui, ça concerne l'anthropologie encore. Est-ce qu'il y a une explication anthropologique concernant la médiocrité, le changement brusque de la famille Magasouba? Surtout, Kanda, au départ, un intellectuel qui a poussé des études jusqu'à terminer comme policier. En même temps, son épouse aussi qui a initié des associations de combat. Et ce changement brusque-là, pour insérer leur fille, Nana, dans le mariage forcé et l'excision. Est-ce qu'il y a une explication anthropologique à cela? Bon, anthropologie, vous savez l'anthropologie c'est quoi? C'est la comparaison entre société moderne et société traditionnelle. C'est ça l'anthropologie. La sociologie, c'est le regard porté sur la société contemporaine. L'anthropologie, c'est une comparaison entre l'ancien et le nouveau. Ou à la limite entre 2 sociétés avec des mœurs différentes. Quand je prends tout de suite les rituels du veuvage chez les Mandingues, je dis bon, je vais voir comment dans un pays côtier comme le Congo, comment ils vont faire les pratiques des rituels. Comparer ces 2 rituels, ces 2 pratiques traditionnelles, ça c'est de l'anthropologie. Les 2 personnages-là se sont retrouvés entre les 2 mondes parce qu'ils avaient voulu, comment dirais-je, faire une vie dans la capitale. Et il y avait encore l'effet de la tradition qui a quitté le village pour venir s'insérer. Je suis d'accord avec vous et j'en viens parce que vous avez dit anthropologie, j'explique un peu pourquoi vous l'avez dit, j'ai compris moi. Et là, quand nous prenons Kanda vient d'où? Kanda vient d'une zone rurale. Kanda est né dans une grande famille, dans une conception de communauté. Tout appartient à tout, y compris les enfants et les femmes. Il vient d'une famille où quand on épouse une femme, on ne va pas dire à la femme, vous venez au nom de Boubacar ou bien de Konaté. On épouse la famille et la femme pour la famille Konaté. Des fois, il arrive qu'on épouse 10 femmes ensemble. On dit, ah, il y a beaucoup de célibataires dans notre famille. Et cette année, la récolte a été bonne. Les enfants sont sortis, ils sont partis au Tonga. Ils sont revenus avec de l'argent. On va trouver plusieurs femmes pour certains de nos célibataires. Ils vont épouser 10 femmes. C'est lorsque les femmes vont arriver, qu'on va attribuer telle à telle. Et la femme est là au nom de la famille, pas au nom d'une personne. Ça veut dire que si cette personne décède, la femme peut être mise à la disposition d'un autre. Quand elle vient d'une famille comme ça, quand elle vient d'un monde comme ça, un monde rural, avec une conception communautaire de tout. Quand elle a été envoyée à l'école, l'anthropologie là, c'est entre le monde rural qui est encore ancien, qui a le pied dans les traditions, et ce monde urbain, ce monde moderne que Kanda va rencontrer, et qui va mettre Kanda à cheval entre 2 mondes.
comment vous, moi et les autres qui ont été à l'école, comment nous arrivons à vivre, à porter notre culture, à avoir ce pont avec nos origines ayant été à l'école. Ce n'est pas toujours facile. Donc moi, je ne dis pas forcément que c'est de la médiocrité. Je dis tout simplement qu'il est très très faux de comprendre qu'une personne, c'est la bonté ou c'est la médiocrité seulement. Une personne, c'est un ensemble de tout ça. Ce n'est pas cette personne personne n'est jamais mauvais jusqu'à bout. Personne n'est jamais bon jusqu'à bout. Une personne est un mélange du bon et du mauvais, du laid et du beau, de l'intelligent et de l'idiot. C'est ça une personne. Et ce paradoxe se trouve en chacun de nous et se relève pendant des moments donnés de notre vie où nous sommes poussés à bout et on se retrouve dans le dernier retranchement de notre personne. Que faire? Il n'est pas dit que quand on se trouve devant des situations où nous sommes mis au pied du mur, que nous prenons toujours de bonnes décisions. Et quand on n'avait pas pris la bonne décision, et exactement elle n'avait pas pris la bonne décision, en envoyant sa fille à l'école et en permettant, en aidant, en soutenant cette fille jusqu'à ce qu'elle ait le bac oui. Et par finir pour accorder la main de cette fille à quelqu'un qui est illettré, contre le gré de la fille. Et là, ce n'était pas une bonne décision, ce n'était pas une décision réfléchie. Mais quand on ne se limite pas à ça, à cette décision, quand c'est aussi le père qui soutient sa femme, c'est aussi le père qui soutient sa fille, c'est aussi le père qui veille sur l'éducation de sa fille, quand c'est aussi le chef de famille qui est bon souvent dans ses décisions, mais mauvais aussi souvent dans ses décisions. Et qui est guidé par ses frères. Donc, quand c'est tout ça, c'est pas seulement, il ne peut pas être défini. C'est pourquoi je dis aux gens, chaque fois quand vous êtes fâché contre quelqu'un, chaque fois quand vous êtes en conflit avec votre femme, vous êtes en conflit avec votre frère, avec votre ami, ne voyez pas en lui seulement et uniquement cette mauvaise chose qu'il vous a faite, qui vous a fait mal. Ne voyez pas, il ne se résume pas à ça. Il est plus que ça. Il est aussi le frère avec qui vous avez souvent ri. Vous avez souvent partagé des choses. Il est aussi la femme avec qui vous avez souvent ri. Vous avez souvent partagé des moments de bonheur. Il est aussi la femme qui vous a peut-être donné des enfants. Il est aussi celle qui vous fait souffrir aujourd'hui. C'est cela, l'individu. Donc, faisons en sorte de voir aux personnes ce qu'elles ont de mieux, ce qu'elles ont de mieux à nous offrir. Elles peuvent avoir de mauvaises choses aussi à nous offrir. Et quand à ce moment d'égarement a fait un revirement dans la vie de sa fille, qui finalement a été mise sous fer, d'autres appellent ça lâcheté, mais nous, au Mandé, on l'appellera Wagia. Wagia. Vous voyez, la langue est tellement difficile. Comment on va appeler Wagia en français? Ils vont dire complaisance. Complaisance. Mais complaisance, parce que Wagia, ça ne va vraiment pas. C'est au-delà de la complaisance. C'est de savoir, Chers téléspectateurs, sachez que nous sommes jusqu'à présent dans le bâton de notre émission littéraire La Cadence des Lettres. Nous sommes en compagnie d'une dame de lettres, celle qui fait aujourd'hui la fierté de la République du Mali à travers ses œuvres écrites. Nous sommes dans le roman Souffert. Quand même, venez savourer vraiment les délices de la littérature africaine, surtout de la littérature malienne. Je vous reviens, madame. Merci beaucoup. Madame Niare, je vous reviens. Je vais juste finir par ça. Okay. Donc, moi, je n'appellerai pas médiocrité. J'appellerai Wagia comme aide à trouver ce mot, comme de même que Amadou Kourouma dit, quand on dit monnaie n'a pas de traduction avec un seul mot en français. Ni qu'aucune monnaie traduit en français. Il était mot faux sur le français là. Pourtant, il a dit, ça peut vouloir dire outrage, ça peut vouloir dire défi, ça peut vouloir dire quoi d'autre. Il a donné une liste de choses, mais ce n'est rien de tout ça uniquement. Ni au Donc, Wagia Fene, c'est un peu ça. C'est le fait que moi, en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur, que moi, j'ai envie de décider par rapport à la destinée de ma fille. Une de mes sœurs ou bien un de mes frères me dit, et que moi, je dis, oui, il va redonner une fois avec elle. Oui, Wagia de yo. Wa monde do, oya onde bara tabouloui.
Nous partons avec ça. Et c'est ce même Ouadia. Quoi que Kanda ait été à l'école, un occidental ne va pas le comprendre. Quelqu'un qui a été à l'école des Blancs ne le comprendra pas aussi. Jamais. Je suis d'accord, je vous le concède. Mais quelqu'un qui est issu d'une famille où il sait que c'est la famille là qui lui a tout donné, les femmes de la famille, l'ensemble des femmes de la famille se sont retrouvées souvent en train de se relayer pour aller préparer pour lui lorsqu'il était en milieu urbain pour qu'il puisse étudier. Donc, son diplôme n'est pas le fait de son propre père et de sa propre mère seulement. C'est l'effort consenti par toute la famille. Quelque chose qui sort de là. Et c'est pareil pour chaque individu. Aujourd'hui, quand nous réussissons, nous disons mais qu'est-ce que toi tu as fait par rapport aux autres? Les autres étaient là quand tu naissais et c'est grâce à eux que tu es né. Les autres étaient là quand tu grandissais, c'est grâce à eux que tu as grandi dans de meilleures situations et qui fait que tu ne t'es pas brûlé, tu ne t'es pas jeté dans le puits, les gens étaient là pour te protéger. Quand il a fallu que tu sois à l'école, toi-même tu n'es pas allé t'inscrire. C'est les gens qui t'ont inscrit, qui t'ont soutenu, qui t'ont nourri, qui t'ont accompagné. Le jour où tu vas réussir, tu ne peux pas t'asseoir et dire je. Ce jeu est même en milieu occidental où l'individualisme est accentué et exigu. Ce jeu, c'est un manque de discernement, tout simplement. Donc, Kanda était dans une situation comme ça où il était vraiment perplexe entre le fait de laisser ses frères faire ou lui-même décider. Il a même laissé sûrement frapper sa femme. Et c'est comme ça souvent. Voilà. Mais c'est ce que nous pouvons appeler une mauvaise décision. C'est inhérent à notre mode d'organisation sociale. Je ne l'apprécie pas, attention. Je ne l'apprécie pas, mais je constate en tant que sociologue. Voilà, il n'y a pas une position que vous adaptez. C'est ça. Et donc, il y a aussi une question qui m'est venue à la tête quand j'ai lu le livre. Fatoumata, est-ce que souffrir est une inspiration, s'inspire de la réalité? Ça fait combien de fois qu'on m'a posé cette question? 1000 fois peut-être. Non. Mais dans chaque auteur, il y a une partie de lui. Dans chaque œuvre, il y a une partie de l'auteur. Indéniablement. Quoi qu'on fasse, il a fallu que je parte au Mandé, que mon père accepte moi en tant que fille de fonctionnaire, à un moment donné, de se défaire de moi, je le dis comme ça, comme un gros colis, pour m'envoyer au fin fond du Mandé, pour que je sache ça. Il y a cette part de moi. Mais dire que je suis passé par là et que je suis né dans une famille où il y a eu une telle contradiction, il n'y a jamais eu ça. La littérature, c'est toujours un peu de fiction et un peu de réalité ajoutée à beaucoup de fiction. Ou souvent un peu de fiction ajoutée à beaucoup de réalité. Nous sommes des voleurs de vie. Les littéraires, les écrivains sont des voleurs de portions de vie. Donc peut-être j'ai voulu d'ici et de là l'histoire des gens que j'ai écoutés qui m'ont marqué, mais même pas, mais où seulement que j'ai laissé mon imagination vagabonder à partir de mon vécu. Parce qu'effectivement, j'ai été au Mandé, mon initiation à l'excision a été faite au Mandé. Tout ce que j'écris par rapport à ça, peut-être je l'ai su grâce à cela, mais tout ce qui est en rapport aux relations de couple ou de famille, ça n'a rien de ce que j'ai vécu. Donc le combat de la vérité a eu lieu entre un certain Nanyuma et Nana. Et Nana avait porté... Ah oui, le combat de la vérité a eu lieu. Oui. Parce que vous savez, et ça, ce n'est même pas le roman dont je vais parler. Quand j'ai été au Mandé, j'avais 12 ans. 12 ans. J'arrive, j'atterris dans la case de ma grand-mère. Le soir, il y a des groupes de filles qui viennent. Et ça, quand tu arrives systématiquement, un nouvel enfant arrive, vous devez vous soumettre, l'enfant doit se soumettre à cette séance de combat. De combat, oui. Le combat de la vérité. Oui. Et ce combat de la vérité, pourquoi la vérité? Parce que quand tu arrives, tu as 12 ans, tu dis, moi je dois suivre des amis qui ont 12 ans. C'était Kari. Ça veut dire ta promotion en français, comme vous dites, ou tes camarades de classe, ou tes camarades d'âge, ou donc, tes caris, ils ne vont jamais accepter que toi, tu es leur cari, tant que tu ne passes pas par ce combat de la vérité et que tu terrasses la majorité du groupe. S'ils sont au nombre de 5, fika morobi tukuma. Ibe soroka tukuko, ibe kukari. Et ce combat de la vérité, bien que j'ai dit tout le temps, non, je ne suis pas venu pour faire des combats ici, ils ont dit, mais tu vas le faire parce que même ma grand-mère était partante que j'aille faire ça.
Et ce combat, quand ça commence, c'est des mois et des mois et des mois. Des mois et des mois, tu fais avec un groupe. Donc, du coup, c'est des expériences que nous avons passées. C'est ma formation militaire. Ok. Moi, on me dit très bagarreuse, mais je suis heureuse aussi. Mais je suis là tout de suite, quoi. Quand tu me l'as fait, je te la joue tout de suite. Moi, je ne suis pas Jésus, je suis Moïse. Tu me donnes une gifle, je te donne une gifle. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Il y a une avant-dernière question. Oui. Ça, c'était de savoir si l'excision demeure d'actualité. Ah oui, bien sûr. Les sensibilisations, malgré... Oui, mais de toute façon, une lutte n'a jamais pris fin, n'a jamais abouti à quelque chose que dans la durée. Hein. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que des générations et des générations de jeunes femmes et de jeunes hommes, pas seulement partis à l'école, parce qu'il y a plein de gens qui pratiquent cela aujourd'hui, qui sont partis à l'école, mais qui comprennent quelle est la pertinence de la chose. Anthropologiquement, comment on appelle l'excision aujourd'hui? C'est des pratiques qui ont perdu, c'est des pratiques qui persistent, qui perdurent, mais qui ont perdu leur substance. Parce que quand tu regardais un peu du point de vue anthropologique, quand on dit que chaque être humain a une partie mâle, une partie mâle et une partie femelle, et quand on dit aussi que ça permettait à la femme d'être préparée vers sa vie d'épouse. Aujourd'hui, il en est quoi? Les filles sont parties souffrir, je vais le dire comme ça, s'il vous plaît. Les filles, on les met souffrir à 40 jours, à un mois, à une semaine. Donc, ce n'est plus pour préparer cette vie d'épouse. Ce n'est plus pour, je ne sais pas, consolider une éducation qu'elle aurait reçue. Donc, c'est des permanences, on appelle ça les permanences. En anthropologie, il y a les ruptures et il y a les permanences. Les permanences, si on continue de faire, on demande pourquoi tu le fais. Et toi, tu ne sais plus même, depuis quand on ne sait plus pourquoi on fait cela. On ne le sait plus, c'est une permanence. Merci. La rupture, ça va aller, mais ça ira à l'aide de combat, ça ira avec des mots de sensibilisation et non jamais avec des mots choquants. Sensibiliser, c'est toucher le sens d'une personne, ce n'est pas choquer son sens. Et tous les discours que nous avons entendus par rapport à l'excision, c'était souvent des discours choquants. Quand on parle de coupure, quand on parle de couper, quand on parle de manque de désir, quand on parle de frigidité, quand on parle de femme incomplète, oui, c'est nous, femmes excisées, qu'on appelle comme ça. Mais tout ceci n'est pas de nature à toucher nos sens et à amener les gens à dire c'est pas une bonne chose. Ce qui est important, c'est de dire que ça peut mettre la vie d'une personne en danger. Ça peut mettre même en péril la vie d'une personne. Et quelle que soit la noblesse d'une cause, et je chute à partir de ça, quelle que soit la noblesse d'une cause, si cette cause est nature à faire atteinte à la vie d'une personne, la vie qui est sacrée, cette vie qui va être perdue à cause de cette cause, quelle que soit sa noblesse, il faudrait la laisser. Au profit d'une autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À moi de vous remercier. Donc, avant de se quitter, on a l'habitude de demander à des auteurs de me dédier les documents. Surtout de dédicacer. Ouais. Vous allez me les dédicacer. Oui. Après, il va y avoir le mot de la fin. D'accord. Non, je préfère ça. Okay. Merci beaucoup, beaucoup. Moi de vous remercier. Donc, avant de se tirer votre mot de la fin, le mot de la fin. Le mot de la fin, il y en a tellement beaucoup. Le mot de la fin, c'est d'abord pour le Mali. C'est toujours pour le Mali. C'est encore et encore pour le Mali. La nuit est tombée, le jour se levera. On a eu des temps meilleurs que ça. On a eu de beaux soleils. Il y a le brouillard aujourd'hui. Et les jeunes feront la différence. Les jeunes feront la différence parce que les jeunes ont décidé de ne pas faire comme leur père. Et ce sont eux qui vont faire la différence. Ils vont faire la différence par leur insouciance. Ils vont faire la différence par leur audace. Ils vont faire la différence par leur courage. Ils vont faire la différence parce qu'ils croient aussi à leur force, en leur force. Je souhaite
beaucoup de réussite à cette transition. Je souhaite beaucoup de courage à la jeunesse malienne. Je souhaite que les jeunes aient confiance au travail. Je souhaite que les jeunes aient confiance au savoir. Parce que comme Amadou Ampatiba le disait dans Kaïdara, quand tu as l'argent, l'argent peut s'envoler. Quand tu as le pouvoir peut s'envoler. Mais quand tu as le savoir peut t'apporter et le pouvoir et l'argent. Et donc, vivement une jeunesse qui s'instruit, vivement une jeunesse qui lit, vivement une jeunesse qui croit au sacrifice pour la recherche du savoir. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Vivement la cadence des lettres. Merci beaucoup, Fatoumata. Ouais. Ainsi s'achève la cadence de ce matin. Nous étions à bord du navire Souffert avec aux commandes de la romancière Fatoumata Keïta. On se quitte avec une citation de l'écrivain français André Mauroy. Je cite: « Rien ne peut la remplacer, ni le cours parlé, ni l'image projetée n'ont le même pouvoir éducatif. Le livre est témoin d'instruction, de distraction, mais aussi de dépassement. » Merci, d'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne éducative du Mali. Merci, à la prochaine, à bientôt. Merci à vous.